Afin d'être plus assuré pourtant que cet art de la guerre fût bien un art au sens spirituel du mot, vous m'intéressez, pardon, tu m'intéresses beaucoup, dis-je à Saint-Loup, mais dis-moi, il y a un point qui m'inquiète. Je sens que je pourrais me passionner pour l'art militaire, mais pour cela il faudrait que je ne le crusse pas différent à tel point des autres arts, que la règle apprise n'y fût pas tout. Tu me dis qu'on calque des batailles. Je trouve cela en effet esthétique, comme tu disais, de voir sous une bataille moderne une plus ancienne. Je ne peux te dire comme cette idée me plaît. Mais alors, est-ce que le génie du chef n'est rien? Ne fait-il vraiment qu'appliquer des règles? Ou bien, à science égale, y a-t-il de grands généraux comme il y a de grands chirurgiens qui, les éléments fournis par deux états maladifs étant les mêmes au point de vue matériel, sentent pourtant à un rien, peut-être fait de leur expérience, mais interprétés que, dans tel cas, ils ont plutôt à faire ceci, dans tel cas, plutôt à faire cela, que dans tel cas, il convient plutôt d'opérer, dans tel cas, de s'abstenir. Mais je crois bien, tu verras Napoléon ne pas attaquer quand toutes les règles voulaient qu'il attaquât, mais une obscure divination le lui déconseillait. Par exemple, vois à Austerlitz, ou bien en 1806, ses instructions à l'âne. Mais tu verras des généraux imiter scolastiquement telle manœuvre de Napoléon et arriver au résultat diamétralement opposé. 10 exemples de cela en 1870. Mais même pour l'interprétation de ce que peut faire l'adversaire, ce qu'il fait n'est qu'un symptôme qui peut signifier beaucoup de choses différentes. Chacune de ces choses a autant de chances d'être la vraie, si on s'en tient au raisonnement et à la science, de même que dans certains cas complexes, toute la science médicale du monde ne suffira pas à décider si la tumeur invisible est fibreuse ou non, si l'opération doit être faite ou pas. C'est le flair, la divination, genre Madame de Thèbes, tu me comprends, qui décide chez le grand général comme chez le grand médecin. Ainsi, je t'ai dit, pour te prendre un exemple, ce que pouvait signifier une reconnaissance au début d'une bataille. Mais elle peut signifier 10 autres choses. Par exemple, faire croire à l'ennemi qu'on va attaquer sur un point pendant qu'on veut attaquer sur un autre, tendre un rideau qui l'empêchera de voir les préparatifs de l'opération réelle, le forcer à amener des troupes, à les fixer, à les immobiliser dans un autre endroit que celui où elles sont nécessaires, se rendre compte des forces dont il dispose, le tâter, le forcer à découvrir son jeu. Même quelquefois, le fait qu'on engage dans une opération des troupes énormes n'est pas la preuve que cette opération soit la vraie. Car on peut l'exécuter pour de bon, bien qu'elle ne soit qu'une feinte, pour que cette feinte ait plus de chances de tromper. Si j'avais le temps de te raconter à ce point de vue les guerres de Napoléon, je t'assure que ces simples mouvements classiques que nous étudions et que tu nous verras faire en service en campagne, par simple plaisir de promenade, jeune cochon, non. Je sais que tu es malade, pardon. Eh bien, dans une guerre, quand on sent derrière eux la vigilance, le raisonnement et les profondes recherches du haut commandement, on est ému devant eux, comme devant les simples feux d'un phare, lumière matérielle, mais émanation de l'esprit, et qui fouille l'espace pour signaler le péril au vaisseau. J'ai même peut-être tort de te parler seulement littérature de guerre. En réalité, comme la constitution du sol, la direction du vent et de la lumière indiquent de quel côté un arbre poussera, les conditions dans lesquelles se fonde une campagne, les caractéristiques du pays où on manœuvre, commandent en quelque sorte et limitent les plans entre lesquels le général peut choisir. De sorte que le long des montagnes, dans un système de vallées, sur telle plaine, c'est presque avec le caractère de nécessité et de beauté grandiose des avalanches que tu peux prédire la marche des armées. Tu me refuses maintenant la liberté chez le chef, la divination chez l'adversaire qui veut lire dans ses plans que tu m'octroyais tout à l'heure. Mais pas du tout. Tu te rappelles ce livre de philosophie que nous lisions ensemble à Balbec, La richesse du monde des possibles par rapport au monde réel? Eh bien, c'est encore ainsi en art militaire. Dans une situation donnée, il y aura 4 plans qui s'imposent et entre lesquels le général a pu choisir, comme une maladie peut suivre diverses évolutions auxquelles le médecin doit s'attendre. Et là encore, la faiblesse et la grandeur humaine sont des causes nouvelles d'incertitude. Car entre ces 4 plans, mettons que des raisons contingentes comme des buts accessoires à atteindre, ou le temps qui presse, ou le petit nombre et le mauvais ravitaillement de ses effectifs fassent préférer au général le premier plan, qui est moins parfait, mais d'une exécution moins coûteuse, plus rapide, et ayant pour terrain un pays plus riche pour nourrir son armée. Il peut, ayant commencé par ce premier plan dans lequel l'ennemi, d'abord incertain, lira bientôt, ne pas pouvoir y réussir à cause d'obstacles trop grands,
c'est ce que j'appelle l'aléa né de la faiblesse humaine, l'abandonner et essayer du deuxième ou du troisième ou du quatrième plan. Mais il se peut aussi qu'il n'ait essayé du premier, et c'est ici ce que j'appelle la grandeur humaine, que par feinte, pour fixer l'adversaire de façon à le surprendre là où il ne croyait pas être attaqué. C'est ainsi qu'à Ulm, Mack, qui attendait l'ennemi à l'ouest, fut enveloppé par le nord où il se croyait bien tranquille. Mon exemple n'est du reste pas très bon, et Ulm est un meilleur type de bataille d'enveloppement que l'avenir verra se reproduire, parce qu'il n'est pas seulement un exemple classique dont les généraux s'inspireront, mais une forme en quelque sorte nécessaire entre autres, ce qui laisse le choix, la variété, comme un type de cristallisation. Mais tout cela ne fait rien, parce que ces cadres sont malgré tout factices. J'en reviens à notre livre de philosophie. C'est comme les principes rationnels, où les lois scientifiques, la réalité, se conforment à cela, à peu près. Mais rappelle-toi, le grand mathématicien Poincaré, il n'est pas sûr que les mathématiques soient rigoureusement exactes. Quant aux règlements eux-mêmes, dont je t'ai parlé, ils sont en somme d'une importance secondaire, et d'ailleurs on les change de temps en temps. Ainsi, pour nous autres cavaliers, nous vivons sur le service en campagne de 1895, dont on peut dire qu'il est périmé, puisqu'il repose sur la vieille et désuète doctrine qui considère que le combat de cavalerie n'a guère qu'un effet moral par l'effroi que la charge produit sur l'adversaire. Or, les plus intelligents de nos maîtres, tout ce qu'il y a de meilleur dans la cavalerie, et notamment le commandement dont je te parlais, envisage au contraire que la décision sera obtenue par une véritable mêlée où on s'escrimera du sabre et de la lance, et où le plus tenace sera vainqueur, non pas simplement moralement et par impression de terreur, mais matériellement. Saint-Loup a raison, et il est probable que le prochain service en campagne portera la trace de cette évolution, dit mon voisin. Je ne suis pas fâché de ton approbation, car tes avis semblent faire plus impression que les miens sur mon ami, dit en riant Saint-Loup, soit que cette sympathie naissante entre son camarade et moi l'agaça un peu, soit qu'il trouva gentil de la consacrer en la constatant aussi officiellement. Et puis, j'ai peut-être diminué l'importance des règlements. On les change, c'est certain. Mais en attendant, ils commandent la situation militaire, les plans de campagne et de concentration. S'ils reflètent une fausse conception stratégique, ils peuvent être le principe initial de la défaite. Tout cela, c'est un peu technique pour toi, me dit-il. Au fond, dis-toi bien que ce qui précipite le plus l'évolution de l'art de la guerre, ce sont les guerres elles-mêmes. Au cours d'une campagne, si elle est un peu longue, on voit l'un des belligérants profiter des leçons que lui donnent les succès et les fautes de l'adversaire, perfectionner les méthodes de celui-ci qui, à son tour, enchérit. Mais cela, c'est du passé. Avec les terribles progrès de l'artillerie, les guerres futures, s'il y a encore des guerres, seront si courtes qu'avant qu'on ait pu songer à tirer parti de l'enseignement, la paix sera faite. Ne sois pas si susceptible, dis-je à Saint-Loup, répondant à ce qu'il avait dit avant à ses dernières paroles. Je t'ai écouté avec assez d'avidité. Si tu veux bien ne plus prendre la mouche et le permettre, reprit l'ami de Saint-Loup, j'ajouterai à ce que tu viens de dire que si les batailles s'imitent et se superposent, ce n'est pas seulement à cause de l'esprit du chef. Il peut arriver qu'une erreur du chef, par exemple son appréciation insuffisante de la valeur de l'adversaire, l'amène à demander à ses troupes des sacrifices exagérés, sacrifices que certaines unités accompliront avec une abnégation si sublime que leur rôle sera par là analogue à celui de telle autre unité dans telle autre bataille et seront cités dans l'histoire comme des exemples interchangeables. Pour nous en tenir à 1870, la garde prussienne à Saint-Privat, les Turcos à Frevillers et à Wissembourg. Ah, interchangeable, très exact. Excellent, tu es intelligent, dit Saint-Loup. Je n'étais pas indifférent à ces derniers exemples, comme chaque fois que, sous le particulier, on me montrait le général. Mais pourtant, le génie du chef, voilà ce qui m'intéressait. J'aurais voulu me rendre compte en quoi il consistait, comment, dans une circonstance donnée où le chef sans génie ne pourrait résister à l'adversaire, s'y prendrait le chef génial pour rétablir la bataille compromise, ce qui, au dire de Saint-Loup, était très possible et avait été réalisé par Napoléon plusieurs fois. Et pour comprendre ce que c'était que la valeur militaire, je demandais des comparaisons entre les généraux dont je savais les noms, lesquels avaient le plus une nature de chef, des dons de tacticien, quitte à ennuyer mes nouveaux amis qui, du moins, ne le laissaient pas voir et me répondaient avec une infatigable bonté. Je me sentais séparé non seulement de la grande nuit glacée qui s'étendait au loin et dans laquelle nous entendions de temps en temps le sifflet d'un train qui ne faisait que rendre plus vif le plaisir d'être là,
ou les tintements d'une heure qui heureusement était encore éloignée de celle où ces jeunes gens devraient reprendre leurs sabres et rentrer, mais aussi de toutes les préoccupations extérieures, presque du souvenir de Madame de Guermantes, par la bonté de Saint-Loup à laquelle celle de ses amis, qui s'y ajoutaient, donnait comme plus d'épaisseur, par la chaleur aussi de cette petite salle à manger, par la saveur des plats raffinés qu'on nous servait. Il donnait autant de plaisir à mon imagination qu'à ma gourmandise. Parfois, le petit morceau de nature d'où ils avaient été extraits, bénitier rugueux de l'huître dans lequel restent quelques gouttes d'eau salée, ou sarment noueux, pampre jauni d'une grappe de raisin, les entourait encore incomestibles, poétiques et lointains, comme un paysage, et faisant se succéder au cours du dîner les évocations d'une sieste sous une vigne ou d'une promenade en mer. D'autres soirs, c'est par le cuisinier seulement qu'était mise en relief cette particularité originale des mets qu'il présentait dans son cadre naturel comme une œuvre d'art, et un poisson cuit au courbouillon était apporté dans un long plat en terre, où, comme il se détachait en relief sur des jonchés d'herbes bleuâtres, infrangibles mais contournés encore d'avoir été jetés vivants dans l'eau bouillante, entourés d'un cercle de coquillages, d'animalcules, satellites, crabes, crevettes et moules, il avait l'air d'apparaître dans une céramique de Bernard Palissy. « Je suis jaloux, je suis furieux, me dit Saint-Loup, moitié en riant, moitié sérieusement, faisant allusion aux interminables conversations à part que j'avais avec son ami. Est-ce que vous le trouvez plus intelligent que moi? Est-ce que vous l'aimez mieux que moi? Alors comme ça, il y en a plus que pour lui. Il n'y en a plus que pour lui. Les hommes qui aiment énormément une femme, qui vivent dans une société d'homme à femme, se permettent des plaisanteries que d'autres y verraient moins d'innocence, n'oseraient pas. Pardon. Les hommes qui aiment énormément une femme, qui vivent dans une société d'homme à femme, se permettent des plaisanteries que d'autres qui y verraient moins d'innocence n'oseraient pas. Dès que la conversation devenait générale, on évitait de parler de Dreyfus, de peur de froisser Saint-Loup. Pourtant, une semaine plus tard, 2 de ses camarades firent remarquer combien il était curieux que, vivant dans un milieu si militaire, il fût tellement dreyfusard, presque antimilitariste. C'est, dis-je, ne voulant pas entrer dans les détails, que l'influence du milieu n'a pas l'importance qu'on croit. Certes, je comptais m'en tenir là et ne pas répandre les réflexions que j'avais présentées à Saint-Loup quelques jours plus tôt. Malgré cela, comme ces mots-là, du moins, je les lui avais dit presque textuellement. J'allais m'en excuser en ajoutant « c'est justement ce que l'autre joue », mais j'avais compté sans le revers qu'avait la gentille admiration de Robert pour moi et pour quelque autre personne. Cette admiration se complétait d'une si entière assimilation de leurs idées qu'au bout de 48 heures, il avait oublié que ces idées n'étaient pas de lui. Aussi, en ce qui concernait ma modeste thèse, Saint-Loup, absolument comme si elle eût toujours habité son cerveau, et si je ne faisais que chasser sur ces terres, crut devoir me souhaiter la bienvenue avec chaleur et m'approuver. Mais oui, le milieu n'a pas d'importance. Et avec la même force que s'il avait peur que je l'interrompisse ou ne le comprisse pas, la vraie influence, c'est celle du milieu intellectuel. On est l'homme de son idée. Il s'arrêta un instant avec le sourire de quelqu'un qui a bien digéré, laissa tomber son monocle et posant son regard comme une vrille sur moi, « Tous les hommes d'une même idée sont pareils, me dit-il, d'un air de défi. » Il n'avait sans doute aucun souvenir que je lui avais dit peu de jours auparavant, ce qu'il s'était en revanche si bien rappelé. Je n'arrivais pas tous les soirs au restaurant de Saint-Loup dans les mêmes dispositions. Si un souvenir, un chagrin qu'on a sont capables de nous laisser au point que nous ne les apercevions plus, ils reviennent aussi et parfois de longtemps ne nous quittent. Il y avait des soirs où, en traversant la ville pour aller vers le restaurant, je regrettais tellement Madame de Guermantes que j'avais peine à respirer. On aurait dit qu'une partie de ma poitrine avait été sectionnée par un anatomisme habile, enlevée et replacée par une partie égale de souffrance immatérielle, par un équivalent de nostalgie et d'amour. Et les points de suture ont beau avoir été bien faits, on vit assez malaisément quand le regret d'un être est substitué aux viscères. Il a l'air de tenir plus de place qu'eux, on le sent perpétuellement, et puis quelle ambiguïté d'être obligé de panser une partie de son corps. Seulement, il semble qu'on vaille davantage. À la moindre brise, on soupire d'oppression, mais aussi de langueur. Je regardais le ciel. S'il était clair, je me disais,
Peut-être elle est à la campagne, elle regarde les mêmes étoiles. Et qui sait si, en arrivant au restaurant, Robert ne va pas me dire « Une bonne nouvelle, ma tante vient de m'écrire, elle voudrait te voir, elle va venir. » Ce n'est pas dans le firmament seul que je mettais la pensée de Madame de Guermantes. Un souffle d'air un peu doux qui passait semblait m'apporter un message d'elle, comme jadis de Gilberte dans les blés de mes églises. On ne change pas. On fait entrer dans le sentiment qu'on rapporte à un être bien des éléments assoupis qu'il réveille, mais qui lui sont étrangers. Et puis, ces sentiments particuliers, toujours quelque chose en nous s'efforce de les amener à plus de vérité, c'est-à-dire de les faire se rejoindre à un sentiment plus général, commun à toute l'humanité, avec lequel les individus et les peines qu'ils nous causent nous sont non seulement une occasion de communiquer. Ce qui mêlait quelque plaisir à ma peine, c'est que je la savais une petite partie de l'universel amour. Sans doute de ce que je croyais reconnaître des tristesses que j'avais éprouvées à propos de Gilberte, ou bien quand le soir à Combray, maman ne restait pas dans ma chambre, et aussi le souvenir de certaines pages de Bergotte, dans la souffrance que j'éprouvais et à laquelle Madame de Guermantes, sa froideur, son absence, n'étaient pas liées clairement comme la cause l'est à l'effet dans l'esprit d'un savant, je ne concluais pas que Madame de Guermantes ne fût pas cette cause. N'y a-t-il pas telle douleur physique diffuse, s'étendant par irradiation dans des régions extérieures à la partie malade, mais qu'elle abandonne pour se dissiper entièrement si un praticien touche le point précis d'où elle vient? Et pourtant, avant cela, son extension lui donnait, pour nous, un tel caractère de vague et de fatalité qu'impuissant à l'expliquer, à la localiser même, nous croyions impossible de la guérir. Tout en m'acheminant vers le restaurant, je me disais « Il y a déjà 14 jours que je n'ai vu Madame de Guermantes. 14 jours. » Ce qui ne paraissait une chose énorme qu'à moi, qui, quand il s'agissait de Madame de Guermantes, comptait par minutes. Pour moi, ce n'était plus seulement les étoiles et la brise, mais jusqu'aux divisions arithmétiques du temps, qui prenaient quelque chose de douloureux et de poétique. Chaque jour était maintenant comme la crête mobile d'une colline incertaine. D'un côté, je sentais que je pouvais descendre vers l'oubli, de l'autre, j'étais emporté par le besoin de revoir la duchesse. Et j'étais tantôt plus près de l'un ou de l'autre, n'ayant pas d'équilibre stable. Un jour, je me dis, il y aura peut-être une lettre ce soir. Et en arrivant dîner, j'eus le courage de demander à Saint-Loup, « Tu n'as pas par hasard des nouvelles de Paris ?»« Si, me répondit-il d'un air sombre, elles sont mauvaises. » Je respirais, en comprenant que ce n'était que lui qui avait du chagrin et que les nouvelles étaient celles de sa maîtresse. Mais je vis bientôt qu'une de leurs conséquences serait d'empêcher Robert de me mener de longtemps chez sa tante. J'appris qu'une querelle avait éclaté entre lui et sa maîtresse, soit par correspondance, soit qu'elle fût venue un matin le voir entre deux trains. Et les querelles, même moins graves qu'ils avaient eues jusqu'ici, semblaient toujours devoir être insolubles. Car elle était de mauvaise humeur, trépignait, pleurait pour des raisons aussi incompréhensibles que celles des enfants qui s'enferment dans un cabinet noir, ne viennent pas dîner, refusant toute explication et ne font que redoubler de sanglots quand, à bout de raison, on leur donne des claques. Saint-Loup souffrit horriblement de cette brouille. Mais c'est une manière de dire qui est trop simple, et fausse par là l'idée qu'on doit se faire de cette douleur. Quand il se retrouva seul, n'ayant plus qu'à songer à sa maîtresse partie avec le respect pour lui qu'elle avait éprouvé en le voyant si énergique, les anxiétés qu'il avait eues les premières heures prirent fin devant l'irréparable. Et la cessation d'une anxiété est une chose si douce que la brouille, une fois certaine, prit pour lui un peu du même genre de charme qu'aurait eu une réconciliation. Ce dont il commença à souffrir un peu plus tard furent une douleur, un accident secondaire, dont le flux venait incessamment de lui-même, à l'idée que peut-être elle aurait bien voulu se rapprocher, qu'il n'était pas impossible qu'elle attendît un mot de lui, qu'en attendant, pour se venger, elle ferait peut-être tel soir, à tel endroit, telle chose, et qu'il n'y aurait qu'à lui télégraphier qu'il arrivait pour qu'elle n'eût pas lieu, que d'autres peut-être profitaient du temps qu'il laissait perdre et qu'il serait trop tard dans quelques jours pour la retrouver, car elle serait prise. De toutes ces possibilités, il ne savait rien. Sa maîtresse gardait un silence qui finit par affoler sa douleur jusqu'à lui faire se demander si elle n'était pas cachée à Doncières ou partie pour les Indes. On a dit que le silence était une force. Dans un tout autre sens,
Il en est une terrible à la disposition de ceux qui sont aimés. Il en est une terrible à la disposition de ceux qui sont aimés. Elle accroît l'anxiété de qui attend. Rien n'invite tant à s'approcher d'un être que ce qui en sépare. Et quelle plus infranchissable barrière que le silence. On a dit aussi que le silence était un supplice et capable de rendre fou celui qui y était astreint dans les prisons. Mais quel supplice plus grand que de garder le silence, de l'endurer de ce qu'on aime. Robert se disait « Que fait-elle donc pour qu'elle se taise ainsi? Sans doute elle me trompe avec un autre. » Il disait encore « Qu'ai-je donc fait pour qu'elle se taise ainsi? Elle me hait peut-être et pour toujours. » Et il s'accusait. Ainsi le silence le rendait fou en effet, par la jalousie et par le remords. D'ailleurs, plus cruel que celui des prisons, ce silence-là est prison lui-même. Une clôture immatérielle, sans doute, mais impénétrable, cette tranche interposée d'atmosphère vide, mais que les rayons visuels de l'abandonné ne peuvent traverser. Est-il un plus terrible éclairage que le silence, qui ne nous montre pas une absente, mais 1000, et chacune se livrant à quelque autre trahison? Parfois, dans une brusque détente, ce silence, Robert croyait qu'il allait cesser à l'instant, que la lettre attendue allait venir. Il la voyait, elle arrivait. Il épiait chaque bruit. Il était déjà désaltéré. Il murmurait la lettre, la lettre. Après avoir entrevu ainsi une oasis imaginaire de tendresse, il se retrouvait piétinant dans le désert réel du silence sans fin. Il souffrait d'avance, sans en oublier une, toutes les douleurs d'une rupture qu'à d'autres moments il croyait pouvoir éviter, comme les gens qui règlent toutes leurs affaires en vue d'une expatriation qui ne s'effectuera pas, et dont la pensée, qui ne sait plus où elle devra se situer le lendemain, s'agite momentanément, détachée d'eux, pareil à ce cœur qu'on arrache à un malade et qui continue à battre, séparé du reste du corps. En tout cas, cette espérance que sa maîtresse reviendrait lui donner le courage de persévérer dans la rupture, comme la croyance qu'on pourra revenir vivant du combat, aide à affronter la mort. Et comme l'habitude est, de toutes les plantes humaines, celle qui a le moins besoin de sol nourricier pour vivre et qui apparaît la première sur le roc, en apparence le plus désolé, peut-être en pratiquant d'abord la rupture par feinte, aurait-il fini par s'y accoutumer sincèrement. Mais l'incertitude entretenait chez lui un état qui, lié au souvenir de cette femme, ressemblait à l'amour. Il se forçait cependant à ne pas lui écrire, pensant peut-être que le tourment était moins cruel de vivre sans sa maîtresse qu'avec elle dans certaines conditions, ou qu'après la façon dont il s'était quitté, attendre ses excuses était nécessaire pour qu'elle conservât ce qu'il croyait qu'elle avait pour lui, sinon d'amour, du moins d'estime et de respect. Il se contentait d'aller au téléphone qu'on venait d'installer à Doncières et de demander des nouvelles ou de donner des instructions à une femme de chambre qu'il avait placée auprès de son ami. Ces communications étaient du reste compliquées et il lui prenait plus de temps parce que, suivant les opinions de ses amis littéraires relativement à la laideur de la capitale, mais surtout en considération de ses bêtes, de ses chiens, de son singe, de ses serins et de son perroquet, dont son propriétaire de Paris avait cessé de tolérer les cris incessants, la maîtresse de Robert venait de louer une petite propriété aux environs de Versailles. Cependant, lui, à Doncières, ne dormait plus un instant la nuit. Une fois chez moi, vaincu par la fatigue, il s'assoupit un peu. Mais tout d'un coup, il commença à parler. Il voulait courir, empêcher quelque chose. Il disait « Je l'entends, vous ne… » Il s'éveilla. Il me dit qu'il venait de rêver qu'il était à la campagne chez le maréchal de logis-chef. Celui-ci avait tâché de l'écarter d'une certaine partie de la maison. Saint-Loup avait deviné que le maréchal des logis avait chez lui un lieutenant très riche et très vicieux, qu'il savait désirer beaucoup son ami. Et tout à coup, dans son rêve, il avait distinctement entendu les cris intermittents et réguliers qu'avait l'habitude de pousser sa maîtresse aux instants de volupté. Il avait voulu forcer le maréchal des logis de le mener à la chambre, et celui-ci le maintenait pour l'empêcher d'y aller, tout en ayant un certain air froissé de tant d'indiscrétion que Robert disait qu'il ne pourrait jamais oublier. Mon rêve est idiot, ajouta-t-il encore, tout essoufflé. Mais je vis bien que pendant l'heure qui suivit, il fut plusieurs fois sur le point de téléphoner à sa maîtresse pour lui demander de se réconcilier. Mon père avait le téléphone depuis peu, mais je ne sais si cela eût beaucoup servi à Saint-Loup. D'ailleurs, il ne me semblait pas très convenable de donner à mes parents, même seulement un appareil posé chez eux, ce rôle d'intermédiaire entre Saint-Loup et sa maîtresse, si distinguée et noble de sentiment que put être celle-ci.
Le cauchemar qu'avait eu Saint-Loup s'effaça un peu de son esprit. Le regard distrait et fixe, il vint me voir durant tous ces jours atroces qui dessinèrent pour moi, en se suivant l'un l'autre, comme la courbe magnifique de quelques rampes durement forgées, d'où Robert restait à se demander quelle résolution son ami allait prendre. Enfin, elle lui demanda s'il consentirait à pardonner. Aussitôt qu'il eut compris que la rupture était évitée, il vit tous les inconvénients d'un rapprochement. D'ailleurs, il souffrait déjà moins et avait presque accepté une douleur dont il faudrait dans quelques mois peut-être retrouver à nouveau la morsure si sa liaison recommençait. Il n'hésita pas longtemps, et peut-être n'hésita-t-il que parce qu'il était enfin certain de pouvoir reprendre sa maîtresse, de le pouvoir donc de le faire. Seulement, elle lui demandait, pour qu'elle retrouvât son calme, de ne pas revenir à Paris au 1er janvier. Or, il n'avait pas le courage d'aller à Paris sans la voir. D'autre part, elle avait consenti à voyager avec lui, mais pour cela, il lui fallait un véritable congé que le capitaine de Borodino ne voulait pas lui accorder. Cela m'ennuie à cause de notre visite chez ma tante qui se trouve ajournée. Je retournerai sans doute à Paris à Pâques. Nous ne pourrons pas aller chez Madame de Guermantes à ce moment-là, car je serai déjà à Balbec. Mais cela ne fait absolument rien. À Balbec? Mais vous n'y étiez allé qu'au mois d'août. Oui, mais cette année, à cause de ma santé, on doit m'y envoyer plus tôt. Toute sa crainte était que je ne jugeasse mal sa maîtresse après ce qu'il m'avait raconté. Elle est violente seulement parce qu'elle est trop franche, trop entière dans ses sentiments. Mais c'est un être sublime. Tu ne peux pas t'imaginer les délicatesses de poésie qu'il y a chez elle. Elle va passer tous les ans le jour des morts à Bruges. C'est bien, n'est-ce pas? Si jamais tu la connais, tu verras, elle a une grandeur. Et comme il était imbu d'un certain langage qu'on parlait autour de cette femme dans des milieux littéraires, elle a quelque chose de sidéral et même de vatique. Tu comprends ce que je veux dire? Le poète qui était presque un prêtre. Je cherchais pendant tout le dîner un prétexte qui permit à Saint-Loup de demander à sa tante de me recevoir sans attendre qu'il vînt à Paris. Or, ce prétexte me fut fourni par le désir que j'avais de revoir des tableaux d'Elstir, le grand peintre que Saint-Loup et moi nous avions connu à Balbec. Prétexte où il y avait d'ailleurs quelque vérité, car si dans mes visites à Elstir j'avais demandé à sa peinture de me conduire à la compréhension et à l'amour de choses meilleures qu'elle-même, un dégel véritable, une authentique place de province, de vivantes femmes sur la plage, tout au plus lui eussé-je commandé le portrait des réalités que je n'avais pas su approfondir, comme un chemin d'aubépine, non pour qu'il me conservât leur beauté, mais me la découvrît. Maintenant, au contraire, c'était l'originalité, la séduction de ces peintures qui excitaient mon désir. Et ce que je voulais surtout voir, c'était d'autres tableaux d'Elstir. Il me semblait d'ailleurs que ces moindres tableaux, à lui, étaient quelque chose d'autre que les chefs-d'œuvre de peintres, même plus grands. Son œuvre était comme un royaume clos, aux frontières infranchissables, à la matière sans seconde. Collectionnant avidement les rares revues où on avait publié des études sur lui, j'y avais appris que ce n'était que récemment qu'il avait commencé à peindre des paysages et des natures mortes, mais qu'il avait commencé par des tableaux mythologiques. J'avais vu les photographies de 2 d'entre eux dans son atelier, puis avait été longtemps impressionné par l'art japonais. Certaines des œuvres les plus caractéristiques de ces diverses manières se trouvaient en province. Telle maison des Andelys, où était un de ses plus beaux paysages, m'apparaissait aussi précieuse, me donnait un aussi vif désir du voyage qu'un village chartrain dans la pierre meulière duquel est enchâssé un glorieux vitrail. Et vers le possesseur de ce chef-d'œuvre, vers cet homme qui, au fond de sa maison grossière sur la grande rue, enfermé comme un astrologue, interrogeait un de ces miroirs du monde qui est un tableau d'Elstir et qu'il avait peut-être acheté plusieurs milliers de francs, je me sentais porté par cette sympathie qui unit jusqu'au cœur, jusqu'au caractère de ceux qui pensent de la même façon que nous sur un sujet capital. Or, 3 œuvres importantes de mon peintre préféré étaient désignées, dans l'une de ses revues, comme appartenant à Madame de Guermantes. Ce fut donc en somme sincèrement que le soir où Saint-Loup m'avait annoncé le voyage de son ami à Bruges, je pus, pendant le dîner, devant ses amis, lui jeter comme à l'improviste « Écoute, tu permets, dernière conversation au sujet de la dame dont nous avons parlé. Tu te rappelles Elstir, le peintre que j'ai connu à Balbec? Mais voyons, naturellement. Tu te rappelles mon admiration pour lui.
Très bien, et la lettre que nous lui avions fait remettre. Eh bien, une des raisons, pas des plus importantes, une raison accessoire pour laquelle je désirerais connaître la dite dame, tu sais toujours bien laquelle. Mais oui, que de parenthèses, c'est qu'elle a chez elle au moins un très beau tableau d'Elstir. Tiens, je ne savais pas. Elstir sera sans doute à Balbec à Pâques. Vous savez qu'il passe maintenant presque toute l'année sur cette côte. J'aurais beaucoup aimé avoir vu ce tableau avant mon départ. Je ne sais si vous êtes en termes assez intimes avec votre tante. Ne pourriez-vous, en me faisant assez habilement valoir à ses yeux pour qu'elle ne refuse pas, lui demander de me laisser aller voir le tableau sans vous, puisque vous ne serez pas là? C'est entendu. Je réponds pour elle. J'en fais mon affaire. Robert, comme je vous aime. Vous êtes gentil de m'aimer, mais vous le seriez aussi de me tutoyer, comme vous l'aviez promis et comme tu avais commencé de le faire. J'espère que ce n'est pas votre départ que vous complotez, me dit un des amis de Robert. Vous savez, si Saint-Loup part en permission, cela ne doit rien changer, nous sommes là. Ce sera peut-être moins amusant pour vous, mais on se donnera tant de peine pour tâcher de vous faire oublier son absence. En effet, au moment où on croyait que l'ami de Robert irait seul à Bruges, on venait d'apprendre que le capitaine de Borodino, jusque-là d'un avis contraire, venait de faire accorder au sous-officier Saint-Loup une longue permission pour Bruges. Voici ce qui s'était passé. Le prince, très fier de son opulente chevelure, était un client assidu du plus grand coiffeur de la ville, autrefois garçon de l'ancien coiffeur de Napoléon III. Le capitaine de Borodino était au mieux avec le coiffeur, car il était, malgré ses façons majestueuses, simple avec les petites gens. Mais le coiffeur, chez qui le prince avait une note arriérée d'au moins 5 ans, et que les flacons de Portugal, d'eau des souverains, les fers, les rasoirs, les cuirs enflaient non moins que les shampoings, les coupes de cheveux, etc., plaçait plus haut Saint-Loup, qui payait rubis sur ongle, avait plusieurs voitures et des chevaux de selle. Mis au courant de l'ennui de Saint-Loup de ne pouvoir partir avec sa maîtresse, il en parla chaudement au prince, ligoté d'un surplis blanc dans le moment que le barbier lui tenait la tête renversée et menaçait sa gorge. Le récit de ces aventures galantes d'un jeune homme arracha au capitaine Prince un sourire d'indulgence bonapartiste. Il est peu probable qu'il pensât à sa note impayée, mais la recommandation du coiffeur l'inclinait autant à la bonne humeur qu'à la mauvaise, celle d'un duc. Il avait encore du savon plein le menton, que la permission était promise et elle fut signée le soir même. Quant au coiffeur, qui avait l'habitude de se vanter sans cesse et afin de le pouvoir s'attribuer avec une faculté de mensonge extraordinaire des prestiges entièrement inventés, pour une fois qu'il rendit un service signalé à Saint-Loup, non seulement il n'en fit pas sonner le mérite, mais comme si la vanité avait besoin de mentir, et quand il n'y a pas lieu de le faire, cède la place à la modestie, n'en reparla jamais à Robert. Tous les amis de Robert me dirent qu'aussi longtemps que je resterais à Doncières ou à quelque époque que j'y revinsse, s'ils n'étaient pas là, leurs voitures, leurs chevaux, leurs maisons, leurs heures de liberté seraient à moi. Et je sentais que c'était de grand cœur que ces jeunes gens mettaient leur luxe, leur jeunesse, leur vigueur au service de ma faiblesse. Pourquoi du reste, reprirent les amis de Saint-Loup, après avoir insisté pour que je restasse, ne reviendriez-vous pas tous les ans? Vous voyez bien que cette petite vie vous plaît, et même vous vous intéressez à tout ce qui se passe au régiment, comme un ancien. Car je continuais à leur demander avidement de classer les différents officiers dont je savais les noms selon l'admiration plus ou moins grande qu'ils leur semblaient mériter, comme jadis au collège je faisais faire à mes camarades pour les acteurs du théâtre français. Si à la place d'un des généraux que j'entendais toujours citer en tête de tous les autres, un Gallifet ou un Négrier, quelque ami de Saint-Loup disait « Mais Négrier est un officier général des plus médiocres » et jetait le nom nouveau, intact et savoureux de Pau ou de Guélin de Bourgogne, j'éprouvais la même surprise heureuse que jadis quand les noms épuisés de Tiron ou de Fèvre se trouvaient refoulés par l'épanouissement soudain du nom inusité d'Amaury. Même supérieur à Négrier, mais en quoi? Donnez-moi un exemple. Je voulais qu'il existât des différences profondes jusqu'entre les officiers subalternes du régiment, et j'espérais, dans la raison de ces différences, saisir l'essence de ce qu'était la supériorité militaire. L'un de ceux dont cela m'eut le plus intéressé d'entendre parler, parce que c'est lui que j'avais aperçu le plus souvent, était le prince de Borodino.
Mais ni Saint-Loup ni ses amis, s'ils rendaient en lui justice au bel officier qui assurait à son escadron une tenue incomparable, n'aimaient l'homme. Sans parler de lui, évidemment, sur le même ton que de certains officiers sortis du rang et francs-maçons, qui ne fréquentaient pas les autres et gardaient à côté d'eux un aspect farouche d'adjudant, il ne semblait pas situer M. de Borodino au nombre des autres officiers nobles, desquels, à vrai dire, même à la gare de Saint-Loup, il différait beaucoup par l'attitude. Eux, profitant de ce que Robert n'était que sous-officier et qu'ainsi sa puissante famille pouvait être heureuse qu'il fût invité chez des chefs qu'elle eût dédaignés sans cela, ne perdaient pas une occasion de le recevoir à leur table quand s'y trouvait quelque gros bonnet capable d'être utile à un jeune maréchal des logis. Seul le capitaine de Borodino n'avait que des rapports de service, d'ailleurs excellents, avec Robert. C'est que le prince, dont le grand-père avait été maréchal et prince-duc par l'empereur, à la famille de qui il s'était ensuite allié par son mariage, puis dont le père avait épousé une cousine de Napoléon III et avait été 2 fois ministre après le coup d'État, sentait que malgré cela, il n'était pas grand-chose pour Saint-Loup et la société des Guermantes, lesquels à leur tour, comme il ne se plaçait pas au même point de vue qu'eux, ne comptaient guère pour lui. Il se doutait que, pour Saint-Loup, il était, lui apparenté aux Hohenzollern, non pas un vrai noble, mais le petit-fils d'un fermier. Mais en revanche considérait Saint-Loup comme le fils d'un homme dont le comté avait été confirmé par l'empereur. On appelait cela dans le faubourg Saint-Germain les contrefaits, et avait sollicité de lui une préfecture, puis tel autre poste placé bien bas sous les ordres de son Altesse le prince de Borodino, ministre d'État, à qui l'on écrivait « Monseigneur » et qui était neveu du souverain. Plus que neveu peut-être. La première princesse de Borodino passait pour avoir eu des bontés pour Napoléon Ier, qu'elle suivit à l'île d'Elbe, et la seconde pour Napoléon III. Et si dans la face placide du capitaine on retrouvait de Napoléon Ier, sinon les traits naturels du visage, du moins la majesté étudiée du masque, l'officier avait surtout dans le regard mélancolique et bon, dans la moustache tombante, quelque chose qui faisait penser à Napoléon III, et cela d'une façon si frappante qu'ayant demandé après Sedan à pouvoir rejoindre l'empereur et ayant été éconduit par Bismarck, auprès de qui on l'avait mené, ce dernier, levant par hasard les yeux sur le jeune homme qui se disposait à s'éloigner, fut saisi soudain par cette ressemblance et, se ravisant, le rappela et lui accorda l'autorisation que, comme à tout le monde, il venait de lui refuser. Si le prince de Borodino ne voulait pas faire d'avance à Saint-Loup, ni aux autres membres de la société du faubourg Saint-Germain qu'il y avait dans le régiment, alors qu'il invitait beaucoup de lieutenants roturiers qui étaient des hommes agréables, c'est que, les considérant tous du haut de sa grandeur impériale, il faisait entre ses inférieurs cette différence que les uns étaient des inférieurs qui se savaient l'être et avec qui il était charmé de frayer, étant sous ses apparences de majesté d'une humeur simple et joviale, et les autres des inférieurs qui se croyaient supérieurs, ce qu'ils n'admettaient pas. Aussi, alors que tous les officiers du régiment faisaient fête à Saint-Loup, le prince de Borodino, à qui il avait été recommandé par le maréchal de X, se borna à être obligeant pour lui dans le service, où Saint-Loup était d'ailleurs exemplaire, mais il ne le reçut jamais chez lui, sauf en une circonstance particulière où il fut en quelque sorte forcé de l'inviter, et comme elle se présentait pendant mon séjour, lui demanda de m'amener. Je pus facilement ce soir-là, en voyant Saint-Loup à la table de son capitaine, discerner jusque dans les manières et l'élégance de chacun d'eux la différence qu'il y avait entre les deux aristocraties, l'ancienne noblesse et celle de l'Empire. Issu d'une caste dont les défauts, même s'il les répudiait de toute son intelligence, avaient passé dans son sang, et qui, ayant cessé d'exercer une autorité réelle depuis au moins un siècle, ne voit plus dans l'amabilité protectrice qui fait partie de l'éducation qu'elle reçoit qu'un exercice comme l'équitation ou l'escrime, cultivé sans but sérieux, par divertissement, à l'encontre des bourgeois que cette noblesse méprise assez pour croire que sa familiarité les flatte et que son sans-gêne les honorerait, Saint-Loup prenait amicalement la main de n'importe quel bourgeois qu'on lui présentait, et dont il n'avait peut-être pas entendu le nom, et en causant avec lui, sans cesser de croiser et de décroiser les jambes, se renversant en arrière dans une attitude débraillée, le pied dans la main, l'appelait « mon cher ». Mais au contraire,
d'une noblesse dont les titres gardaient encore leur signification, tout pourvu qu'il restait de riches majorats récompensant de glorieux services et rappelant le souvenir de hautes fonctions dans lesquelles on commande à beaucoup d'hommes et où l'on doit connaître les hommes, le prince de Borodino, sinon distinctement, et dans sa conscience personnelle et claire, du moins en son corps, qui le révélait par ses attitudes et ses façons, considérait son rang comme une prérogative effective. À ces mêmes roturiers que Saint-Loup eût touché à l'épaule et pris par le bras, il s'adressait avec une affabilité majestueuse, où une réserve pleine de grandeur tempérait la bonhomie souriante qui lui était naturelle, sur un ton empreint à la fois d'une bienveillance sincère et d'une hauteur voulue. Cela tenait sans doute à ce qu'il était moins éloigné des grandes ambassades et de la cour où son père avait eu les plus hautes charges, et où les manières de Saint-Loup, le coude sur la table et le pied dans la main, eussent été mal reçues, mais surtout cela tenait à ce que cette bourgeoisie, il la méprisait moins, qu'elle était le grand réservoir où le premier empereur avait pris ses maréchaux, ses nobles, où le second avait trouvé un foule, un rouer. Sans doute fils ou petit-fils d'empereur, et qui n'avait plus qu'à commander un escadron, les préoccupations de son père et de son grand-père ne pouvaient, faute d'objet à quoi s'appliquer, survivre réellement dans la pensée de M. de Borodino. Mais comme l'esprit d'un artiste continuait à modeler bien des années après qu'il ait éteint la statue qu'il sculpta, elles avaient pris corps en lui, s'y étaient matérialisées, incarnées. C'était elles que reflétait son visage. C'est avec dans la voix la vivacité du premier empereur qu'il adressait un reproche à un brigadier, avec la mélancolie songeuse du second qu'il exhalait la bouffée d'une cigarette. Quand il passait en civil dans les rues de Doncières, un certain éclat dans ses yeux, s'échappant dessous le chapeau melon, faisait reluire autour du capitaine un incognito souverain. On tremblait quand il entrait dans le bureau du maréchal des logis-chefs, suivi de l'adjudant, et du fourrier comme de Berthier et de Masséna. Quand il choisissait l'étoffe d'un pantalon pour son escadron, il fixait sur le brigadier tailleur un regard capable de déjouer Talleyrand et tromper Alexandre. Et parfois, en train de passer en une revue d'installage, il s'arrêtait, laissant rêver ses admirables yeux bleus, tortillait sa moustache avec l'air d'édifier une Prusse et une Italie nouvelle. Mais aussitôt, redevenant de Napoléon III, Napoléon Ier, il faisait remarquer que le pactage n'était pas astiqué et voulait goûter à l'ordinaire des hommes. Et chez lui, dans sa vie privée, c'était pour les femmes d'officiers bourgeois, à la condition qu'ils ne fussent pas francs-maçons, qu'il faisait servir non seulement une vaisselle de Sèvres bleu de roi, digne d'un ambassadeur, donnée à son père par Napoléon, et qui paraissait plus précieuse encore dans la maison provinciale qu'il habitait sur le Mail, comme ces porcelaines rares que les touristes admirent avec plus de plaisir dans l'armoire rustique d'un vieux manoir aménagé en ferme achalandée et prospère, mais encore d'autres présents de l'empereur. Ces nobles et charmantes manières qui, elles aussi, eussent fait merveille dans quelques postes de représentation, si pour certains, ce n'était pas être voué pour toute sa vie au plus injuste des ostracismes que d'être né, des gestes familiers, la bonté, la grâce, et enfermant sous un émail bleu de roi aussi des images glorieuses, la relique mystérieuse, éclairée et survivante du regard. Et à propos des relations bourgeoises que le prince avait à Doncières, il convient de dire ceci. Le lieutenant-colonel jouait admirablement du piano. La femme du médecin-chef chantait comme si elle avait eu un premier prix au conservatoire. Ce dernier couple, de même que le lieutenant-colonel et sa femme, dînait chaque semaine chez M. de Borodino. Ils étaient certes flattés, sachant que, quand le prince allait à Paris en permission, il dînait chez Madame de Pourtalès, chez les Murat, etc. Mais ils se disaient « C'est un simple capitaine. Il est trop heureux que nous venions chez lui. C'est du reste un vrai ami pour nous. » Mais quand M. de Borodino, qui faisait depuis longtemps des démarches pour se rapprocher de Paris, fut nommé à Beauvais, il fit son déménagement, oublia aussi complètement les deux couples musiciens que le théâtre de Doncières et le petit restaurant d'où il faisait souvent venir son déjeuner. Et à leur grande indignation, ni le lieutenant-colonel, ni le médecin-chef, qui avaient si souvent dîné chez lui, ne reçurent plus de toute leur vie de ses nouvelles.